Après la sidération qui a suivi la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, l'heure est à la campagne et au compte. Quels sont les scénarios possibles pour l'élection législative qui aura lieu à la fin du mois de juin et le 7 juillet? Quel scénario en France, quel scénario aussi dans les Yvelines? C'est ce que nous allons voir avec Béatrice Jérôme. Bonjour. Véronique Jérôme. Véronique Jérôme. Bonjour à tous. J'ai un homonyme, je crois. Voilà. Vous avez un homonyme qui était au monde, qui s'appelait Véronique Jérôme. Pardon, désolé. Vous êtes polito-économiste, vous êtes maître de conférence à l'université de Paris-Saclay. Et on va parler d'élections Scope, mais je vais présenter Bruno Jérôme. Bonjour, vous êtes maître de conférence d'économie à Paris 2. Vous êtes co-directeur du Master Économie et Management Public. Et alors, vous êtes tous les deux les fondateurs de Élections Scope, qui est spécialisée dans l'analyse polito-économique et la prévision électorale, hein, on peut dire ça comme ça. Alors, vous expliquerez d'ailleurs quels sont les modes de travail, parce que c'est pas un institut de sondage. On avait fait une émission là-dessus sur la prévision électorale, mais ça sera bien de le rappeler. Et puis Nicolas Dandry, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Vous êtes journaliste et voilà, vous connaissez très bien la politique dans les Yvelines. Effectivement. Et donc on va parler des scénarios possible. Il est vrai que là, on a des sondages, on a des sondages d'opinion, enfin, on voit comment évolue l'opinion, mais évidemment, tout ça peut changer d'un jour à l'autre. Il y a peut-être eu l'élan après le résultat des européennes. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? Justement, qui veut commencer? Peut-être Véronique, les scénarios possibles? J'ai bien dit Véronique, hein? Oui. Merci Patrice. Oui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible de donner des scénarios, des scénarios dès maintenant? Pardon, ça semble un peu compliqué, parce qu'on part sur des élections qui sont anachroniques, des élections qui ne ressemblent même pas aux autres élections et aux autres dissolutions. Donc on a des législatives anachroniques, on a une situation d'urgence, on a des partis qui sont chamboulés, certains même éclatés, on a la droite canal historique, enfin Marine Le Pen l'appelle canal hystérique, mais il y a une vraie hystérisation du débat. Je pense qu'elle n'a pas complètement tort quand elle dit cela. On a un président qui semble y croire, mais qui fait l'objet d'un rejet, il faut bien dire les mots, parce qu'il y a eu un vote de colère. Et donc, ces législatives découlent des européennes. Et la question qui se pose est de savoir si la colère qui s'est exprimée dans les européennes, à l'occasion des européennes, va perdurer et va se prolonger, voire même s'amplifier à l'occasion des législatives, ou si au contraire, finalement, la colère va passer, les électeurs se sont lâchés, ont dit leur colère. Emmanuel Macron a essayé de prendre un peu cette idée en disant « Je vous ai entendu, je vous donne une deuxième chance, je vous permets à nouveau de vous exprimer ». Donc finalement, de son point de vue, là je vais essayer d'être complètement à l'encontre de tout ce que l'on peut entendre, mais de son point de vue, ça peut trouver une cohérence au sens où il remet la balle dans le camp, il essaie de répondre. Et là, il estime que les élections législatives ne sont pas non plus des élections européennes, qu'il y a un enjeu qui est très différent. Et d'ailleurs, l'enjeu, il est à la fois national, et on pourra en parler bien sûr, mais cet aspect un peu de cette démagogie sur les programmes où chacun y va de ses propositions, mais il reste dans les mains des électeurs et dans les mains des députés sur le terrain. Donc le député qui va donner son tract avec ce programme, il va le faire aussi en tant que député de terrain. Et donc il y a un aspect local, une dimension locale qui est importante. Et peut-être que c'est cette dimension qui sauvera certains députés parce que leur image, leur bilan va aller contre, peut-être en réponse au bilan du président. Donc je pense que ça peut être des éléments qui vont entrer en ligne de compte. Bien évidemment, la question essentielle peut-être qui se pose, c'est la participation et l'abstention. Peut-être Bruno Jérôme là-dessus, oui, c'est vrai que l'une des clés, du scrutin, c'est en effet alors on annonce une participation très forte pour une élection législative. Parce qu'elle annonce les instituts de sondage, en tout cas. A priori, l'un des scénarios envisageables, c'est une participation à peu près au même niveau qu'en 1997. C'est la dernière élection législative où il y a eu une participation significative. Donc là, et c'était aussi une dissolution. Oui, bien sûr. La dissolution de Chirac. Si on est aux alentours de 70% de participation, ce qui n'est pas du tout inenvisageable, à ce moment-là, on va automatiquement, ça met la barre de qualification en termes d'exprimer à 18%.
Alors, alors il faut vous rappeler, il faut 12,5% des inscrits, mais on pour peut pouvoir se ça, maintenir au deuxième tour. On peut convertir ça en suffrage exprimé. 70%, ça fait, il faut 18%. Voilà, 18%. Ah oui, par contre, l'effet paradoxal, c'est que ça va multiplier les possibilités de se maintenir au second tour, et ça va multiplier les situations de triangulaire. Alors que si la participation est beaucoup moins forte, on assistera à ce moment-là à beaucoup de duels. Mais là, avec une participation forte, il y aura beaucoup de triangulaires, dont certaines d'entre elles vont véritablement relever du coup de dé, parce que dans certaines circonscriptions, il y aura pratiquement 3 tiers. On est en pleine tripolarisation. Donc effectivement, ça se jouera à un demi-point ou 1 point parfois, le fait de devenir député ou pas. Alors, à ce bémol près, peut-être que c'est pas parce qu'on est qualifié pour une triangulaire qu'on est forcé de maintenir sa candidature. Il faut aussi y avoir entre les deux tours, des désistements ou des retraits, enfin, en tout cas. Effectivement. Mais je vois mal de possibilités de retrait si on a des triangulaires Renaissance, Nouveau Front Populaire et RN. Oui, là, il n'y aura pas de possibilité de retrait. Là, pour aller plus encore, s'il y a RN, Ensemble, enfin la majorité présidentielle, et LFI. Par exemple. Oui, bien sûr. Peut-être que si c'est une gauche modérée et comme disait Véronique, majorité présidentielle, il peut y avoir là comme disait Véronique, les législatives sont aussi un vote des territoires. Et dans certaines configurations, il y a des territoires de gauche modérés et d'autres qui ne le sont pas. Et effectivement, dans les territoires de gauche modérés, il ne serait pas étonnant, par exemple, de voir un candidat de gauche socialiste ou de la gauche modérée ou des Verts gauche se retirer, par exemple, pour empêcher de faire élire un candidat du Rassemblement national. C'est tout à fait possible. Absolument. Et on a d'ailleurs vu, Nicolas, peut-être confirmer, mais il y a aussi des circonscriptions, par exemple, je pense à celle où se présente François Hollande, où il n'y a pas de candidat de la majorité présidentielle. Exact, il y a eu comme ça presque des retraits avant même le premier tour. Il y a des candidats qui sont étiquetés PS ou qui sont étiquetés majorité présidentielle qui ont renoncé à se présenter parce qu'en face, il y avait vraiment un risque que soit le Rassemblement national, soit le Nouveau Front populaire passe. Et donc, ils se sont désistés d'eux-mêmes. C'est parfois même, c'est pas des consignes qui viennent d'en haut, mais c'est parfois même d'eux-mêmes qui se sont désistés. Sur la participation, il y a peut-être 2 éléments. Déjà, le premier élément qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de demandes de procuration aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a les vacances. Parce qu'il y a les vacances. Et ça, c'est le deuxième élément. C'est le deuxième élément auquel je voulais en venir, c'est que non, alors pas pour le premier tour, mais pour le second tour, ce sera le premier week-end des vacances estivales. Et donc, ça peut être aussi un facteur qui peut jouer sur la participation. Néanmoins, comme je le répète, il y a un boom des procurations aujourd'hui dans les commissariats, dans les préfectures. Beaucoup de gens s'y rendent pour faire leur procuration, confirmer leur identité, parce qu'il faut se déplacer pour confirmer son identité et permettre de valider sa procuration. Et pour revenir à ce que vous disiez alors sur le retrait des candidats, on parlera tout à l'heure des Yvelines, mais dans la 11e circonscription des Yvelines, Mme Piacenza, qui était candidate en 2022 pour la majorité présidentielle, s'est retirée par crainte en effet de favoriser... C'est l'exemple que je souhaitais donner, c'est d'elle-même qu'elle s'est retirée. d'elle-même, absolument. C'est d'elle-même, elle s'est dit... non, déjà, cette circonscription, aujourd'hui, le député sortant, c'est William Martinet, qui est de la France Insoumise, donc qui se représente avec l'étiquette France Insoumise et Nouveau Front Populaire. Il faut savoir que lors de la dernière élection, il n'y avait que 116 voix d'écart. Oui, c'est 50,2. C'est exactement ça. Il y avait 116 voix d'écart au second tour entre Aurélia Pacenza de la majorité présidentielle et c'est William Martinet qui l'a emporté avec 116 voix d'écart entre les deux. Donc il y a vraiment une chance pour que la majorité présidentielle... Alors, là, c'est un grand rassemblement de la droite et du centre avec Laurent Mazory. Quelqu'un qu'on connaît bien ici. Oui, effectivement. Laurent Mazory qui peut potentiellement... Oui, on reviendra après tout à l'heure un peu sur les circonscriptions, mais c'était un exemple, en effet, de candidates qui se retirent d'elles-mêmes par crainte de favoriser le représentant du Rassemblement national dans la question. Sur le plan national, ce que vous disiez tout à l'heure, Véronique, il y a quand même... on le note, il y a un mécontentement très fort
Une sorte de, on voit bien d'ailleurs les candidats qui ne mettent plus la photo du président de la République. C'est l'image du président. Il y a un rejet du président, enfin de la personne du président de la République. Il cristallise toutes les colères. Il serait presque accusé, bientôt je pense qu'on va l'accuser d'une mauvaise météo parce que finalement... On accusait un peu François Hollande de ça. Oui, voilà. Il plaisait beaucoup. Mais... Sa candidature a entraîné le retour de la pluie. Oui, absolument. Peut-être, voilà, c'est peut-être à cause de François Hollande. Il y avait une alerte météo en Corrèze. Mais le problème, c'est que la difficulté, elle est là, parce qu'on voit, quand on regarde finalement la campagne sur le terrain, que fait beaucoup Gabriel Attal, il est sur le terrain et qu'entend-il? Qu'est-ce qu'on lui dit? Beaucoup d'électeurs potentiels lui disent « Vous, je vous aime bien, mais c'était la critique hier, mais le président de la République, je ne peux pas dire la même chose. » Donc il y a un vrai décalage, alors que normalement les institutions sont faites pour que le Premier ministre protège le président. Et là, il y a une vraie difficulté, et peut-être que les électeurs vont... réfléchir à cela dans les urnes en se demandant pour qui on le vote, parce que finalement, Gabriel Attal a bien répété, ce sont des élections législatives. Regardez le Premier ministre, c'est pas des présidentielles, même si pour les partis, on a l'impression quand même que la plupart des partis ne voulaient pas de ces législatives, mais ils seraient prêts à des présidentielles. Donc les choses sont confuses, et dans la tête des partis politiques, parce qu'il me semble que les objectifs sont pas tous les mêmes, et qu'entre la tête du parti et des supposés candidats possibles à la présidentielle et des électeurs, il y a quand même une différence. Les électeurs veulent exprimer une colère, ils veulent des résultats maintenant, sans savoir très bien où ça va les mener. Et les têtes de parti ont des objectifs qui dépassent un peu les législatives. Donc sur ce point, en fait, ça dénature l'esprit même de la Constitution de la Ve République, parce que on a affaire depuis que le quinquennat a été instauré, donc premier quinquennat en 2002, eh bien, à une hyper-présidentialisation du pouvoir. Une concomitance d'abord des élections présidentielles et des élections législatives. C'est ce qui mène à une hyper-présidentialisation. Voilà. Et de fait, sauf en 2022. Sauf en 2022. Et de fait, ça annule la possibilité d'avoir une cohabitation, et donc que le Premier ministre puisse avoir plus de pouvoir. Aujourd'hui, le Premier ministre suit la politique du président de la République, et le président de la République ne donne plus une orientation, enfin il donne une orientation, mais limite il donne les réformes même à faire au Premier ministre. Or, l'esprit de la Constitution de la Ve République, c'est le président est là pour, au-dessus des partis d'ailleurs, il est au-dessus de tous les partis, c'est le président de la République qui mène des la Français, politique de la nation, et c'est les partis qui doivent mener les politiques. Là, il donne plus d'orientation, il donne carrément les réformes à faire à son Premier ministre. On verra d'ailleurs si la concomitance entre justement l'élection présidentielle et l'élection législative reviendra par une dissolution qui pourrait avoir lieu en 2027 avec une élection présidentielle. Sur ce registre, il y a un point intéressant qui est que toute majorité avec le quinquennat, eh bien, finalement, tout ce qui relève du président est indexé sur le score de sa majorité. Et d'ailleurs, dimanche prochain, je crois qu'il y a la cote de popularité IFOP qui va sortir, Journal du Dimanche, qui est la plus ancienne qui existe en France. Et là, pour l'instant, Emmanuel Macron est à 28%. Ce qui est très faible pour un président. C'est historiquement, c'est bien qu'on s'en contente aujourd'hui. On a tendance à dire que 28% c'est bien aujourd'hui. Ceci étant, il y a eu des choses qui sont passées avant l'an 2000. Et avant l'an 2000, il y a eu des popularités qui étaient plus élevées quand même. Donc, il faut réaliser tout ça. Mais en tout cas, ce qui est clair... Oui, avant l'an 2000, mais parce que... Oui, on était plus faible, mais sous la cinquième... En fait, les choses cela dit, alors, c'est vrai, hein, vous avez raison, 28%, c'est pas beaucoup. Mais si on reprend quand même les résultats parce que on a toujours une vision déformée par les deuxièmes tours des présidentielles. Mais au premier tour, combien font les candidats? 26, 27%. Oui, et au fond, ils sont ramenés à l'étiage du score qu'ils avaient au premier tour. C'est exact. On pourrait dire ça. C'est vrai qu'on a déformé parce qu'après, ils sont élus, il était élu après presque 60%, etc. Bon. Bien sûr. Mais au premier tour, Macron, il fait 27, je crois, à peu près. Hein. Oui, c'est le socle de son soutien. Oui, voilà, il revient à son socle. Et Jacques Chirac s'est qualifié pour un second tour avec 1%. Hein. 1%, donc, oui, c'est ça. Voilà, il ne faut pas oublier ça. C'est un des problèmes peut-être de la Constitution de la Ve République. Alors, évidemment, on rassemble le deuxième tour, mais généralement, les gens qui se mettent derrière le candidat qu'ils élisent, ils votent
souvent contre celui qui ne veut pas, plutôt que qu'en adhésion. Les institutions sont quand même fondées sur le leadership. Il faut un leader charismatique qui entraîne tout le monde, et dès lors qu'il n'y a plus de leader charismatique, il est évident que les camps ont tendance à se diviser, à se chercher plusieurs candidats, et là les choses ont empiré. Bien sûr. Mais c'est vrai, pardon, je laisse la parole tout de suite, mais c'est vrai que le fait qu'au deuxième tour, il y ait, depuis 2 élections, une candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, fait que beaucoup de gens de gauche lui disent « Moi, j'ai voté contre, j'ai pas voté pour ». Et d'ailleurs, on l'a reproché d'ailleurs à Macron en lui disant « On n'a pas voté pour vous, on a voté contre la candidate qui était contre vous. » Bien sûr. Il y a ce phénomène-là. Et juste pour revenir sur ce phénomène d'hyper-présidentialisation, donc aujourd'hui, en quelque sorte, l'esprit de la Constitution de la Ve République est dénaturé, mais peut-être de par la puissance de cette Constitution, justement, qui check and balances, comme on dit aux États-Unis, le contre-pouvoir, là, le pouvoir législatif, en fait, il pourrait reprendre de sa nature et de sa puissance dans cette élection, puisqu'aujourd'hui, il y a un risque de cohabitation. Et en fait, de fait, la Constitution se régule peut-être par elle-même, avec ce pouvoir de dissolution du président de la République qui entraîne des élections législatives anticipées derrière, et on pourrait revenir justement dans l'esprit de la Constitution de la Ve République, avec un président au-dessus des partis, qui doit mener, alors il a des compétences réservées, notamment la politique étrangère, et puis laisser toute la politique nationale et mener des politiques pour le gouvernement, alors qu'il ne sera pas forcément de son bord. Et on pourrait revenir justement à l'esprit de la Constitution de la Ve République. Vous avez raison, c'est-à-dire que la légitimité, généralement, elle vient de l'élection présidentielle. En cas de cohabitation, il y a une légitimité qui vient de l'élection parlementaire, enfin de l'élection du Parlement. Un mot quand même, alors, juste pour dire qu'il y a 577 députés, que pour avoir la majorité absolue, il faut 289 députés. Est-ce que alors, je parle au spécialiste de l'élection Scope, est-ce qu'on a une idée est-ce qu'une majorité absolue est envisageable pour un des camps ou pas? Alors, nous, on s'est essayé une simulation. Alors, pour l'instant, on l'a pas sorti, pas publié. Donc, mais je peux donner quelques informations. Donc, en gros, pour l'instant, c'est un modèle en données régionales, celui-ci. Et au niveau national, si on agrège, le modèle statistique, économétrique, génère une gauche à 35%, une gauche totale. D'accord. Et d'ailleurs, les sondeurs, parfois, ont du mal à identifier les divers gauches, mais il ne faut pas oublier qu'il faut les additionner au score. Oui, alors que là, dans les sondages, ils sont plutôt à 28. Oui, c'est ça, mais sauf chez le dernier sondage IFOP, où la gauche totale est à 31,50. D'accord. Donc, vous voyez, il y a un déplacement progressif vers le haut. Renaissance, le modèle le génère à 19,6%, donc proche de la barre des 20. LR, plus UDI, mais alors, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans les LR. Aucun modèle n'est capable. Il y a un éclatement complet. Est à 12%, donc si on additionne UDI plus LR, alors UDI proche d'LR, bien sûr, mais ce qui n'est pas surprenant, par exemple, l'IFOP récemment vient de mettre les LR, tous confondus, à 9%. Donc 5 pour LR canal historique et 4 pour les ciotistes. D'accord. Donc, effectivement, il peut y avoir une convergence entre le problème, les statistiques et les sondages. C'est que si on donne entre 9, disons 12% même, il y a une partie qui est avec le RN, une partie qui est un peu indépendante et une partie qui est avec la majorité présidentielle. Donc c'est assez confus. Et par contre, donnée intéressante, nous générons le RN à 29%. C'est-à-dire moins que la gauche. Oui, mais d'ailleurs, pour un modèle statistique, c'est pas surprenant, puisque historiquement, aux législatives, on fait par exemple un peu moins qu'à la présidentielle, et par rapport aux européennes, aux législatives, le RN fait un peu moins qu'aux européennes. Et j'ai une grande interrogation sur les redressements des sondages. Si on redresse par rapport aux européennes, ça pose un problème dans la mesure où on ne tient pas compte des données locales. Et il y a des territoires où le RN va se renforcer, va être extrêmement haut, et d'autres territoires où le RN ne fera pas des scores mirobolants. D'ailleurs, si on prend les Yvelines, par exemple, quand on regarde ce que réaliserait le RN dans les Yvelines par rapport à son score des européennes dans les Yvelines, on est largement en dessous.
Donc, c'est une donnée à prendre en considération, qui est cette disparité du vote RN selon les territoires. Parce que l'une des, au fond, enfin des données que des élections européennes, c'était justement, on avait l'impression que le RN était présent dans tous les territoires, dans l'ensemble des territoires. Que le vote qui était généralement, par exemple, les retraités étaient plutôt dans la droite modérée ou au centre, un certain nombre votaient pour le RN, c'est-à-dire qu'ils avaient un peu gagné, à la fois dans les territoires et dans toutes les classes sociales. Ah mais de toute façon, ça, le RN transcendait toutes les classes, tous les territoires. Le RN a progressé de toute manière, parce que le RN faisait 18% aux dernières législatives. 2022. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc, de 18 à 29, donc déjà, pour passer de 18 à 29, c'est quelque chose de considérable, et ça veut dire un très grand nombre d'élus par rapport à la dernière fois, de toute manière. Là, ils sont à 88, je crois, là, 88 députés RN. 88 députés RN. C'est ça, 88 députés. Il y a en gros 131 NUPES, 22 divers gauche, 10 régionalistes, 245 majorité présidentielle, 62 LR plus 3 UDI, alors je ne sais pas si on les classe. Ça dépend des configurations. Ouais, ça dépend. Divers droite et 88 en effet Rassemblement national. Mais alors, d'après votre modélisation, si je reprends, vous dites 35... 35 pour la gauche totale, la gauche, incluant divers gauche et extrême gauche. Hein. D'accord. C'est le bloc de gauche dans son intégralité. C'est pas le Front populaire. Hein, non, c'est plus large. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire autrement. Là, ce sont les limites des modèles économétriques. On est obligé de faire des estimations par bloc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer, comme les sondages le font, à l'intérieur, effectivement, de la composition des blocs. Hein. Et avec 35%, est-ce que ça peut donner une majorité absolue ? Non, alors justement, là, alors c'est pas essayé pour l'instant à faire une simulation en siège définitive. On attendra le second tour. Oui, parce que là on est quand même dans une configuration relativement inédite, mais ça nous donne là une majorité, enfin en fait pas de majorité du tout, et une chambre ingouvernable. Une chambre ingouvernable. Alors on va tout droit devant. Votre hypothèse est celle-là. Hein. Oui, complètement, oui, bien sûr. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, et si les électeurs se comportaient comme ils se comportent en moyenne dans le passé. 10 jours de campagne, c'est combien les ciotistes vont fournir d'élus au RN, si par exemple il manquait au RN une trentaine de sièges pour avoir la majorité absolue. Ah oui, l'enjeu est là. Oui, parce que les ciotistes, ils sont comptés dans le LR là pour l'instant. Bien sûr. Alors il faudra les sortir. Et c'est pareil pour la gauche. Je suppose que certains socialistes peuvent se rallier aussi à la majorité présidentielle pour former une majorité. De toute façon, on fera les comptes. Oui, c'est un des calculs. De toute façon, on fera les comptes après l'élection. Et il y aura de la recomposition parlementaire après l'élection, à n'en pas douter. Et même côté ciotiste. Quand il faudra faire avaler à Eric Ciotti qu'on veut augmenter la dépense publique et qu'on veut passer à la retraite à 60 ans alors que lui prône la retraite à 65 ans, il y aura encore du mouvement entre les groupes, à mon avis. Mais c'est très intéressant. Alors ça, c'est après l'élection. Une donnée politique, c'est-à-dire que dans le Parisien, après avoir beaucoup hésité, mais Jordan Bardella réaffirme qu'il y aura une réforme des retraites et qu'on passera à 62 ans. Et Ciotti, hier, disait non, la réforme des retraites, elle n'existera pas. Donc, ça commence. On voit bien, oui, que sur le. C'est vrai que si sur le plan sociétal il y a des ressemblances, sur le plan économique il y a des divergences très fortes. Ouais. Oh, bien sûr. Pour l'instant, là, c'est un peu on ratisse et on rase gratis. Pardon pour les expressions, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une surenchère de démagogie dans les programmes qui est quand même conséquente, en tout cas pour les deux prétendants qui ne sont pas des partis de gouvernement. Donc c'est dit sans animosité, mais si on regarde un peu les choses, il y a quand même des partis de gouvernement qui savent, on peut imaginer qu'ils ont l'expérience, qu'ils savent un peu de quoi ils parlent, et puis il y a des partis qui ne sont pas de gouvernement et qui ont ici la possibilité, eh bien finalement, de proposer tout et n'importe quoi pour avoir la possibilité d'instrumentaliser le programme. C'est le programme pour gagner les élections. Anthony Downs l'a très bien théorisé. Il y a deux façons de faire un programme. Soit il est pour gagner les élections, et puis après, la réalité revient au galop et on rase gratis, on le fera demain.
Et sinon, c'est de gagner les élections pour mettre en place un programme dans lequel on croit, qui est d'une loyauté politique extrême et qui est là le respect total de l'électeur. On prend un engagement, on lui fait non seulement un programme, mais c'est un programme qu'il faut voir comme une promesse. Et cette promesse, normalement, c'est le sceau du scrutin, le sceau de l'élection, il est là. C'est pour prendre l'engagement avec l'électeur. Une voix, un marchandage sur un marché politique, c'est une offre, une demande. Une voix contre le programme. Et je tiendrai mes engagements. Si on regarde aujourd'hui la crédibilité des programmes, elle est vraiment, je dirais, très restreinte. Les plus crédibles sont à peu près, on croit à peu près, on ne croit pas totalement, on croit à peu près, et c'est de l'ordre du tiers des électeurs, qui ne sont quand même pas naïfs. Il faudrait quand même aussi que le politique se rende compte de cela. On ne peut pas lui vendre n'importe quoi. C'est ça le problème de cette élection, c'est qu'on est dans une telle irrationalité que même les gens qui se disent « bon, c'est impossible d'appliquer ce programme », ils peuvent quand même voter pour. Ils connaissent les dangers d'un programme. Mais ils ne seront pas dupes. Mais ils ne seront pas dupes. Mais sans être dupes, absolument. Mais le problème, c'est qu'on va ruiner la confiance. Et Emmanuel Macron qui dit qu'il cherche un vote de confiance. Mais là, alors, là, ils sont un peu moins concernés. Mais là, la confiance, elle se perd en litres, elle se gagne en gouttes. Elle se gagne en gouttes, la confiance. Donc si on la détruit, bon courage à celui qui va devoir reconstruire. C'est pas que ça se joue sur autre chose, parce que... Ça fait partie, je dis pas que ça se joue que là-dessus. Il y a des choses qui sont, pour aller dans votre sens, il y a des choses qui sont... par exemple, le RN s'est engagé à faire un audit des finances publiques. Quand on fait un audit, généralement, c'est pour dire « Oh là là, la situation est bien pire que ce qu'on croyait, donc on est obligé de ne pas faire les réformes qu'on avait prévues. » C'est l'excuse pour faire de la rigueur. Et dans l'autre sens, la grande différence, par exemple, entre François Hollande et Mélenchon, c'est que François Hollande a toujours dit c'est une gauche qui ne peut pas gouverner parce qu'elle n'a pas de programme de gouvernement. Elle a un programme qui, en effet... Et là, il s'allie quand même, ce qui prouve qu'on est quand même dans une certaine irrationalité, enfin, une envie de gagner, quoi, qui dépasse presque les programmes. Oui, mais il y aura, juste un mot pour terminer, il y aura les contraintes, il y aura l'Europe et il y aura les marchés financiers. Bien sûr. Donc il y a des choses qui vont devenir... Ça, c'est très intéressant. Les forces de rappel. Oui. Et les marchés financiers, oui, c'est... Sur la dette, sur le coût, la charge de la dette, le taux d'intérêt. Parce que tout le monde a l'impression que les marchés financiers, c'est un truc un peu obscur comme ça. Mais c'est vrai que... on rappelle d'ailleurs l'expérience de Liz Truss en Angleterre, quand elle a voulu... vraiment, c'était une politique qui était très libérale et très dur pour les classes les plus pauvres, et ben c'est les marchés qui ont réagi, qui l'ont empêché de faire. On peut pas. Les marchés, ça veut aussi dire qu'on peut pas faire n'importe quoi, ce qui est parfois peut-être pas mal. Ce qui est normal dans une économie capitaliste, je pense que voilà, c'est. Non, mais on a l'impression que c'est du marché. La finance de l'ombre. Enfin, non, c'est pas voilà. Vous disiez, Patrice, qu'effectivement il y a un aspect vote irrationnel, mais ça nous on connaît assez bien parce qu'en réalité le vote c'est quoi? C'est un faisceau de déterminants. Absolument. Donc il y a une partie du vote qui est rationnelle pour certains électeurs, et puis d'autres vont exercer un vote de colère. D'ailleurs, c'est peut-être la dernière référence académique qu'on citera aujourd'hui, mais il y a un politologue qui s'appelait Valdimir Key et qui disait que l'électeur était un dieu de vengeance et de récompense. Autrement dit, en gros, si je suis en colère contre le sortant, je sors le sortant. Voilà. Quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il advienne, peu importe. Ouais. Et puis, mais tout ça traverse différents groupes d'électeurs, et le vote, à l'arrivée, provient d'un faisceau déterminant, en réalité. Absolument. Un faisceau déterminant. C'est très... Quand on regarde, par exemple, le vote du Brexit en Angleterre, je parlais avec des Anglais récemment, ils disaient, au fond, il y a 10 ou 15 motivations différentes qui peuvent expliquer le même vote, quoi. Donc oui, c'est ça, il y a une partie ou irrationnelle, ou de vengeance, ou de colère, etc. qui joue majoritaire qui oblige à ça. La première information, enfin, après, évidemment, là on est à 15 jours des élections, donc tout peut changer, mais ce que je retiens, c'est que vous dites, a priori, ça sera très difficile qu'il y ait une majorité absolue pour un des camps. Avec une chaîne de conséquences, là encore assez sérieuse, parce que, imaginons qu'il n'y ait pas de majorité, qu'on n'arrive pas à trouver le centre de gravité de l'Assemblée nationale, en trouvant le Premier ministre qui permettrait effectivement de limiter la casse. Après, derrière, qu'y a-t-il comme fusible? C'est le président. Oui, parce qu'il n'y a plus de dissolution possible donc pendant un an. Ça peut nous précipiter dans une présidentielle anticipée. Oui, absolument. Après, là, on bascule dans quelque chose qu'on n'a jamais connu sous la Ve République. On revient un peu à ce qui se passait à la fin du 19e avec l'instauration de la Troisième République et début 20e. Mais
Alors j'entends beaucoup ces derniers jours, vous l'avez répété, ça sera une majorité impossible à constituer, on arrive dans une crise de régime, c'est ce que vous venez... Moi, j'y crois en fait à cette parlementarisation, disons, de la Ve République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pardon, Nicolas, mais enfin, la parlementarisation de la Ve République, elle aurait pu avoir lieu depuis 2022, et on a bien vu que la culture du compromis, la culture de l'accord, mais dans les faits, vous avez vu ce qui s'est passé à la... Oui, mais là, on sera devant un fait accompli. Impossible de constituer une majorité. En 2022, il y a eu cette possibilité, puisqu'il n'y a jamais eu de vote de motion de censure qui ont été votés à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas eu, on n'était pas dans un 49.3. Oui, mais on n'est pas dans un phénomène. Il aurait pu y avoir un accord, par exemple, entre les. Oui, le 49.3 entraîne derrière une possibilité d'avoir une motion de censure. Il n'y a aucun gouvernement qui a été censuré depuis 2022. Là, dans les faits, on va être devant un fait, en fait, comme ce qui se passe en Allemagne, comme ce qui se passe en Italie. Et je me rappelle en Italie, à un moment donné, il y a eu une impossibilité à constituer un gouvernement. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Italiens? Ils ont appelé Mario Monti, un technicien, un technocrate, qui est devenu président du Conseil, et il a réussi à constituer un gouvernement qui a pu exercer, pendant plusieurs mois. Sauf mais attention, il y a un bémol, c'était en 2010, lors de la crise, il y avait une crise souveraine, et en fait c'est le duo Merkel-Sarkozy qui a viré le gouvernement grec et qui a viré le gouvernement italien. Et on a mis effectivement un gouvernement de techniciens. Mais c'est ce qui pourrait arriver, c'est quelqu'un qui fasse le consensus dans l'Assemblée nationale. Alors oui, c'est difficilement entendable aujourd'hui. Reprenons quand même les données politiques, c'est-à-dire que là vous avez trois blocs, deux blocs qui évidemment ne peuvent évidemment pas s'entendre, enfin le Front populaire et le Rassemblement national, je veux dire, forcément ils peuvent pas se retrouver dans un même gouvernement. Et après, quelle sera la puissance du point central? Oui, mais là vous parlez en gros blocs. Après, il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur des blocs. C'est ce qui est compliqué avec notre modèle, bien évidemment. Mais à l'intérieur des blocs, il peut y avoir peut-être des constitutions, mais encore une fois, ce sera des compromis à faire, ce sera une coalition à former, comme ce qui se passe en Allemagne ou dans les régimes parlementaires en général. Le risque d'ailleurs, on n'a pas cette culture. Mais on n'a pas cette culture. On l'a vu depuis 2 ans. Par exemple, en Belgique, on ne fait pas un gouvernement tant qu'on n'a pas réuni 66% de l'électorat, 2 tiers. Mais ça, c'est quelque chose qui est entendu. En Allemagne, c'est pareil. En Allemagne. Les Pays-Bas ont quitté cette culture-là parce que les Pays-Bas étaient dans cette culture-là et ils les ont virés véritablement dans la polarisation. Mais on n'a pas cette culture du compromis, loin s'en faut, et ça date depuis la Révolution. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ancré historiquement. Oui, c'est ancré historiquement. On ne pourra pas comparer la France à l'Italie. Mélanie, elle a été remise dans les rails quand même. Elle a bien... Oui. D'elle-même. Voilà, enfin d'elle-même et aussi un peu contrainte. Donc je pense que ça va être compliqué quand même. D'autant que la situation politique n'est pas dans cette. En revanche, là il y a une hystérisation du débat, c'est clair. En se faisant l'avocat du diable totalement, vous n'avez pas franchement tort. La moins mauvaise des solutions serait qu'il y ait une vraie cohabitation avec un président qui reste en place et qui préside. Mais alors là. C'est les électeurs qui choisiront. Mais s'il y a... Non, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de majorité absolue, ça complique évidemment beaucoup les choses, même pour une cohabitation. Enfin, c'est clair, c'est très clair. Cohabitation jusqu'à présent, ça s'est fait parce qu'il y avait une majorité claire. Voilà. Quand Mitterrand, quand Chirac est Premier ministre, il y a une vraie majorité. À l'époque, c'est l'UDR, etc. Enfin, quand Jospin cohabite, il y a une vraie majorité socialiste, enfin, de la gauche plurielle en tout cas. Gauche plurielle, oui. Là, c'est le cas. Peut-être un mot, alors, on peut parler peut-être passer aux Yvelines, si vous êtes... à moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur le... Non. Passons aux Yvelines. Alors, on peut rappeler quand même deux élections importantes, les élections présidentielles, avec... au premier tour, Macron fait 33,4, Mélenchon est deuxième avec 22,8 dans les Yvelines. Marine Le Pen 13,7, c'est-à-dire un score relativement faible par rapport au score national. Après Zemmour 8, c'est-à-dire un peu plus qu'au score national. Pécresse, mais qui est des Yvelines 8,3, ce qui n'est pas énorme, mais qui est plus que l'élection nationale. Bon.
Si on prend les élections européennes, alors là encore, le Rassemblement national est plus faible que dans le reste du territoire, mais il est en tête avec 20,53% devant le Valérie Ayer qui fait un peu plus fort que 18,4%. Raphaël Glucksmann 14,19, etc. C'est vrai que là, oui, dans un territoire finalement qui votait assez peu, le Rassemblement national, hein, le Rassemblement national, même s'il est bien en deçà de son score national, arrive quand même en tête dans les élections européennes. On en parlait l'autre jour avec des maires, hein, voilà, des maires dans des villes qui ont été surpris par la force du Rassemblement national dans leur ville, alors qu'ils s'y attendaient pas, quoi. Est-ce que alors c'est vrai, vous le disiez, l'élection européenne, c'est souvent un vote de rejet du pouvoir en place, donc ça joue. Ça peut être un catalyseur. Ouais. D'autant que là, elles ont été interprétées comme des mi-termes. Oui, et en plus, l'attente était forte. On pensait qu'il n'y aurait pas d'autres élections avant les élections présidentielles. Et l'attente était forte, la colère montait. Donc il y a deux possibilités. Soit elle s'est exprimée par ce biais. Les électeurs, peut-être certains se sont dit pas de conséquences et d'autres se sont dit c'est enfin. Donc il y a quand même deux attitudes possibles de la part des électeurs. Et après, on a fait, nous, rarement directement une élection sur une autre, parce que chaque élection a un type bien particulier. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les législatives ont quand même cette vertu, cette capacité, cette richesse à impliquer et le national et le local, et à mêler les deux. Et alors souvent, la popularité du président est le game changer de la situation du député qui est sortant de la famille politique du président. Donc on peut voir, dans un sens bénéfique ou négatif, cet aspect. Là, je ne sais pas si on peut encore imaginer que cette relation se fasse dans ces mêmes conditions. Peut-être que l'image un peu atténuée, un peu abîmée du président va porter l'ombre sur le scrutin, mais de quelle façon, bien malin qui peut le dire, c'est assez compliqué. Par contre, moi je crois quand même assez fortement dans la capacité des sortants qui ont leur propre bilan. Dans le bilan global, ils ont leur propre bilan et dans leur capacité à engager un discours. D'ailleurs, ils le font bien. Il y a des éléments qui ne trompent pas. Les affiches, ils se mettent seuls, certains le disent. Alors il y a toute cette polémique, mais c'est même sans aller dans la polémique. C'est de mettre en avant ce qu'ils ont fait pour le territoire, avec le relais qu'ils ont dans l'hémicycle. Donc ils sont un relais qui est quand même fondamental et ils peuvent jouer de cette capacité à jouer et sur leur loyauté politique et sur leur engagement qui va avoir des conséquences économiques, parce que un député qui peut peser de son poids et qui peut peser pour sa circonscription, alors bien sûr il n'est pas que pour ça, mais qui peut aller dans ce sens et faire comprendre aux électeurs qu'il est resté dans sa ligne, peut y trouver un bénéfice. Et je pense que autant la colère est forte, autant peut être forte la fidélité à son représentant. J'ose croire encore que le politique a cette capacité. C'est une élection un peu particulière. C'est à la fois une élection nationale et une élection du local. Oui, elle a cette ambiguïté-là, l'élection législative. Même si dans ces mouvements comme ça, elle devient parfois plus nationale que locale. Et puis même si ce n'est pas complètement un vote de... Alors, on parle de vote de raison. Je crois que c'est Chirac qui avait dit, je crois que c'est Chirac, j'en ai parlé, qui avait dit on ne vote pas avec ses tripes, il faut voter avec son intelligence. Et finalement, de sa part, c'était assez particulier, parce qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. C'est plutôt des campagnes. On aurait pu croire à l'inverse. Mais finalement, il arrive un moment où il faut quand même peut-être un peu analyser les choses. On ne peut pas n'écouter que sa colère ou que son cœur, je pense. Nicolas ? Après, la différence qu'il peut y avoir entre les européennes et les prochaines législatives, c'est purement institutionnel. D'un côté, on a un scrutin à la proportionnelle à un tour, un scrutin de liste. Là, on va avoir un scrutin qui est totalement différent, un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Et donc, qui n'est pas national. Et qui n'est pas national, avec cette dimension Véronique, locale que Véronique présente. Forcément, ce sera différent et il y aura... certes, il y a une dynamique RN qui s'inscrit au niveau politique global, mais la dynamique sera forcément différente de par cet aspect institutionnel déjà. Oui, Bruno Jérôme, justement, entre les scores des présidentielles et les scores des européennes, qui est plus récent quand même, lequel vous retenez-vous ? En réalité, il y a une certitude, c'est que les européennes sont un très mauvais prédicteur des présidentielles. C'est vrai.
Empiriquement, c'est catastrophique même. Mieux vaut ne pas inférer le résultat des européennes sur les présidentielles. On a vu souvent des gens qui gagnaient les européennes et qui se faisaient battre après aux présidentielles. Plus d'une fois, effectivement. Et d'ailleurs, même chez nos voisins, il y a certaines oppositions qui ont fait des scores mirobolants aux européennes et qui se sont écroulées aux législatives qui suivaient. Alors ceci dit, attention, parce qu'en France, le scrutin majoritaire, quand même, est très particulier, et il ne faut pas oublier que si on n'est pas rassemblé au scrutin majoritaire, on est mort. Oui. Donc, évidemment, ce sont les forces qui savent se rassembler. D'où l'union des gauches. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Évidemment, qui ont été très rapides. C'est une donnée fondamentale. C'est-à-dire que, malheureusement, là, ce qui se dessine quand même, c'est que tous ceux qui veulent se présenter en étant indépendants des blocs, vont vraiment souffrir. Vont souffrir. C'est-à-dire qu'il va y avoir des vagues d'élimination absolument magistrales pour tous ceux qui ne seront pas dans un ensemble. Dans un ensemble, de toute façon, bien sûr. Ça va nuire au vote utile. Parce que si on recherche un vote utile, ça va nuire au vote utile. Donc là, il y a une possibilité. Il va y avoir une disparité. Oui. Une dilution. Une dilution, oui. Vous avez travaillé justement sur... Alors, parce qu'évidemment, je parlais des résultats dans les Yvelines, c'est un peu global. Après, on pourrait aller ville par ville. Évidemment, on ne va pas de la même façon à Versailles, Saint-Germain-en-Laye, qu'à Trappes ou qu'au Murau. Vous regardé par circonscription Alors, on a pris le pli depuis plusieurs années de mesurer les législatives. Alors, ça peut être surprenant, mais au niveau régional. On l'a fait à une époque au niveau départemental, oui. Mais ça entraînait ce qu'on appelle du bruit, beaucoup de bruit, de choses comme ça dans les situations statistiques. Et donc on se réfugie derrière ce qu'on appelle les vertus salvatrices de l'agrégation. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se compensent. C'est ça. En plus et en moins. Voilà. Et finalement, ça donne. Voilà, donc au mieux. Les particularismes sont effacés. Alors au mieux, si on le fait, alors on aura une estimation en voie régionale. Oui. Et au mieux, ce sera cela. Quant à l'estimation en siège, cette fois-ci. Je sais qu'on regarde ce que ça donne, mais autant le dire, notre gros problème, c'est l'estimation du RN. Puisque la transformation du vote RN en siège, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'historique. Il n'y a pas d'historique. Donc le seul historique qu'on ait, c'est la dernière législative. Et encore, c'est largement insuffisant. Tout ce qu'on sait, c'est que le RN, en passant de 18% à environ 30%, va forcément avoir 2 fois, voire 2 fois et demi de plus de députés. Ça, c'est sûr. Mais sinon, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer quand on n'a pas d'historique. Et c'est encore plus difficile dans ce département parce que... Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, excepté peut-être la 9e circonscription. La 9e circonscription qui est particulière puisque c'était le seul duel entre le représentant de la majorité présidentielle en 2022, Bruno Millienne, contre Laurent Morin. Donc c'était en 2022, le second tour. C'était un duel entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national. La 9e circonscription, il faut le rappeler, c'est toute une grande partie rurale du département des Yvelines qui couvre le nord et qui descend sur l'ouest du département. Donc le pays houdanais, la partie pas loin de l'Eure-et-Loire, de l'agriculture. En fait, c'est toute la zone entre la limite avec l'Eure et l'Eure-et-Loire. Et donc là, c'est vraiment la ruralité. Il y a des personnes qui peuvent exprimer leur colère dans ces territoires. C'est aussi une grosse terre agricole. La mobilisation de début d'année des agriculteurs partait aussi de là. Donc potentiellement, ça peut être un électorat aussi. Il y avait beaucoup de villages qui votaient Rassemblement National. Voilà, il y a beaucoup de villages qui placent le Rassemblement National en tête. Donc là, il y a véritablement un enjeu assez important dans la 9e circonscription. Sachant que là, à l'heure où on se parle, de toute façon, les candidatures ont été arrêtées. Donc il y a Bruno Millienne, Laurent Morin. Donc ça va être Morin qui est du Rassemblement National. Il y a le Parti Socialiste avec Dinaya Diop qui est conseillère municipale des Mureaux, qui exactement. est socialiste modéré alors pour le voilà, qui était dans la liste de Raphaël Glucksmann pour les élections européennes. Après il y a LR Hervé Rioux.
Et puis après, il y a Reconquête aussi. Voilà. Oui. Donc après, c'est à voir aussi, parce qu'il faut rappeler, donc au premier tour en 2022, Reconquête fait 5% sur ce territoire, le Rassemblement National fait 22%, et le MoDem était à 26%. Donc, et le RN était devant LFI, qui était à quasiment 22%. Donc le RN était juste au-dessus, mais il n'y a pas eu de triangulaire là. Il n'y a pas eu de triangulaire dans le 9e. Là, il pourrait y avoir, s'il y a une participation forte, c'est-à-dire MoDem, RN. La participation, je peux vous donner les chiffres de la participation. Au premier tour, c'était 47%. Oui, c'est très peu. 47% sur cette circonscription. Au second tour, 44%. Oui, c'est ça, encore moins. Oui, c'est ça, il y a plus de 50%, 55% de... Avec Véronique, on a quand même regardé, on n'a pas modélisé. Hein. Du comptable, voilà. On a regardé un petit peu l'évolution simplement les rapports de force en termes d'évolution selon les élections. Et ce qui nous est apparu avec 70% de participation, c'est qu'en fait, Renaissance sauverait à coup sûr 4 circonscriptions. Dans les Yvelines. En triangulaire. Et d'ailleurs, un fait intéressant, c'est que Marie Lebec s'est vu opposer de façon surprise, si j'ai bien compris, un candidat LR Canal Historique. Et cette candidature-là risque de la propulser vers la victoire. Alors expliquez-moi. Tout simplement, c'est un effet mécanique, c'est-à-dire que les voix que ce candidat va concentrer ne se diffusent pas sur le Rassemblement national ou ailleurs. Ah oui, il risque de prendre au Rassemblement national. Bien entendu. Donc, sachant, il faut préciser dans cette circonscription, il y a un candidat LR-RN, ciotiste. De surcroît. Voilà, il y a deux LR. Il y a deux L. Alors, il y a un LR-RN. Et un candidat juste LR. Si on regarde ça, il faudra qu'ils expliquent, parce que dans les Yvelines, la stratégie de LR est totalement incompréhensible. Enfin, il y a des circonscriptions où il y a des candidats LR, canal traditionnel, si je peux dire, républicain, c'est des circonscriptions où il y a des LR, RN et pas d'autres candidats LR, des circonscriptions où il y a des LR, RN et un autre candidat LR. Enfin, et c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Et en plus, il y a des LR Nouvelle Énergie. Oui. Le mouvement de David Lisnard. Oui, parce que, alors, là, il dit, mais oui, parce qu'il y a l'inconnu juridique de savoir qui peut avoir l'attitude LR. Est-ce que c'est les ciotistes? Alors, il y a un mais là-dessus, c'est très intéressant. Il y a un jugement en cours. Oui. Alors, il y a un jugement qui a été fait sur la forme. Maintenant, il doit y avoir une décision de justice sur le fond. Qui peut se prononcer sur l'étiquette LR? Alors, c'est la question, mais il y a une conséquence par rapport à cette question, c'est que sur certaines affiches, il y a le logo Les Républicains, et sur d'autres, et je prends l'exemple, il me semble que sur l'affiche de Othman Nasrou, il n'y a pas le logo Les Républicains. D'accord. Othman Nasrou, qui est le président de la fédération LR, voilà, exactement. Et qui est candidat dans la 3e circonscription. C'est ça. Donc en fait, il y a certains candidats qui ne prennent pas le risque que ce soit des ciotistes ou le parti restant. Eh bien, il y en a qui ne prennent pas le risque de mettre le logo Les Républicains parce qu'il pourrait y avoir un recours fait devant la justice. Effectivement. Jérôme, je peux vous demander, comme ça, enfin, évidemment, hein, c'est encore une fois, il y a encore de la campagne, encore une fois, c'est une projection et c'est pas du tout une certitude, mais quand vous dites il y a à peu près 4, il y a donc, si je m'abuse, il y a 10 candidats sortants de la majorité présidentielle, enfin 10 députés. On a regardé, mais alors évidemment, on sera peut-être démenti par les faits. Non, tout à fait. Mais dans la deuxième, deuxième, troisième et quatrième, Renaissance devrait sauver la situation. C'est-à-dire Barrault, voilà, a priori, Piron, dans la sixième également, mais on a noté un point d'interrogation sur notamment la cinquième. Il y a une privée. Oui, et là, il y a un vrai point d'interrogation, parce qu'il y a une sorte d'équilibre des forces entre les 3 blocs, en 4 triangulaires, et là, ça va se jouer véritablement au demi-point, quoi. Ça va être très peu. Et puis après, alors en revanche... C'est des interrogations. Voilà, exactement. Et puis la celle de Laurent Mazoury, qui pourrait s'en sortir, qui pourrait s'en sortir à l'occasion d'un duel. Ouais. Ah oui, c'est plus dans un duel que dans un triangulaire. Parce que nous, comme ça, on se calcule le coin de table, hein, mais on mettrait la gauche, dans ce cas-là, au second tour, autour de 44%.
Donc s'il bénéficie d'un rassemblement autour de lui... c'est un député sortant, LFI Martinet, ouais, bien sûr, oui. donc, qui et compte tenu du score très serré la dernière fois, comme vous disiez... Oui, 116 voix d'écart. C'est plus ouvert qu'attendu, en fait, en réalité. Et il y a, en effet, enfin, il bénéficie du fait que il y a une sorte d'union, enfin, il n'y a pas de candidat LR, il n'y a pas de... Enfin, il est à la fois LR, majorité présidentielle, etc. C'est une vieille terre de centre-droit. Oui, absolument. C'est exactement ça. Et c'est là... Je voulais en venir sur l'aspect historique, justement. Bon. Là, on parle de la 11e circonscription, donc historiquement, il y a eu des députés déjà de gauche qui ont été élus sur ce territoire. Guy Malandin, Benoît Hamon. Oui. La 8e circonscription, celle actuellement occupée par Benjamin Lucas, Génération.s. Elle a été LR. À gauche. Elle était à droite aussi. Et elle a été à droite aussi. Mais elle a aussi été à gauche historiquement. Et il y a aussi, historiquement, un ancrage... Oui, Pierre Bédier était dans cette 8e circonscription. Mais historiquement, il y a aussi la circonscription de Michel Rocard en 1988. Ah oui, Conflans. La 7e circonscription qui aujourd'hui... qui était donc députée sortante aujourd'hui, c'est Nadia Hay. Et là, quand on voit la composition des candidatures, il y a Aurélien Rousseau. Alors, tout dépendra de l'attitude de l'électorat par rapport à Aurélien Rousseau. On sait qu'il a participé au bilan aussi du second mandat d'Emmanuel Macron. Directeur de cabinet Il a été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Et il a été ministre de la Santé. Très peu de temps, mais enfin, il l'a été. Candidat nouveau Front Populaire dans le prochain scrutin avec l'étiquette place publique. Il y a Babette de Rosière dans cette circonscription qui se présente. LRRN. LRRN. Ouais. Mais il faut savoir que Babette de Rosière a quand même une personnalité. Elle est connue dans le territoire des Yvelines. Alors, elle est loin de chez elle. Elle n'est pas la 7e circonscription, c'est Conflans-Sainte-Honorine. C'est marrant parce qu'elle était en rupture avec le LR. Elle était en rupture avec Valérie Pécresse, avec LR. Notamment, oui. Et là, elle rallie le RN. Alors, ça pose question sur son fondement idéologique de sa position. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fondements idéologiques. Mais en plus, c'est un mini parachutage, si je puis me permettre, parce que elle vit à Maule, qui est dans la 9e circonscription des Yvelines. Et là, mini parachutage dans la 7e circonscription. Alors, elle connaît le territoire, puisqu'elle a été conseillère régionale. Vous avez raison, c'est une circonscription qui sera intéressante à suivre. Oui, effectivement, cette 7e circonscription. Nadia, rappelons, a été ministre de la Ville pendant le Nadia premier quinquennat. A quand même... alors, elle a été élue au premier mandat, mandat d'Emmanuel Macron. Elle était dans la 11e circonscription. Oui, absolument, elle a été élue députée. Elle est devenue ministre. Et puis, pour le second mandat en 2022, elle s'est présentée dans la 7e circonscription. Elle représente plutôt l'aile gauche du macronisme. Exactement, oui, c'est ça. Donc là, il y a quand même question, il y a un gros enjeu sur la 7e circonscription. La 7e circonscription qui, avant, il y a eu des députés UDI dans cette circonscription, mais historiquement, en 88, c'est Michel Rocard qui était implanté là-bas. De Rocard. Oui, Conflans. Enfin. La première circonscription, on n'avait pas parlé... j'en ai pas parlé parce que c'est pareil, c'est une triangulaire qui se dessine. Triangulaire aussi. Et a priori, compte tenu des rapports de force, c'est une courte tête pour la gauche. Ah oui. La première. En dépit de... Avec Versailles. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que le tassement de Renaissance a été tel que, effectivement, Renaissance est en danger face à la gauche dans la première. Et ce qui serait quand même une sorte de tremblement par rapport à la situation des Yvelines qui a toujours été en gros une terre politique plutôt modérée, quoi. Enfin, complètement, oui, le centre droit d'ailleurs, mis à part certaines circonscriptions comme effectivement qui sont des bastions de gauche. Il y a quelques bastions de gauche dans les Yvelines, mais en moyenne c'est une terre de centre droit, oui. Le centre droit, et avec des circonscriptions, la 11e par exemple, c'est une circonscription qui évolue au gré des scrutins nationaux. C'est-à-dire que quand c'est un président de gauche, généralement c'est un député de gauche. Quand c'est un président de droite, c'est un député de droite. Quand Macron est passé, ça a été... Ce que l'Américain appelle un bellwether. Ouais. C'est la circonscription test, type, qui va dans le sens du national, le cas échéant. Et sur la première circonscription, il faut rappeler quand même qu'au présidentiel, c'est Charles Rodwell qui est élu. Oui, mais il y a un gros score de reconquête. Savoir qu'est-ce que va faire l'électorat de reconquête, quel va être aussi l'état de l'électorat du Rassemblement national dans cette circonscription. Il faut rappeler quand même que oui, à Versailles, c'est une grosse partie de l'électorat de cette première circonscription. Mais il y a Guyancourt aussi, qui est plutôt un électorat de gauche, et Montigny-le-Bretonneux,
un électorat Macron compatible de centre. Mais Versailles est aussi Macron compatible. Mais il y a quand même un électorat conservateur important à Versailles, et voir quelle va être l'attitude de cet électorat, c'est la question aussi qui va se poser. Électorat conservateur et quand même la candidature d'Arnaud Poulain comme premier, mais comme suppléant. François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, qu'on disait la liste LR, et qui était en tête d'ailleurs à Versailles, pour les européennes. Alors là, il y a un ancrage local. Parce que c'est des personnes qui sont connues à Versailles, puisque ce sont des élus municipaux. Ils sont tous, je pense que Charles Rodwell, Arnaud Poulain et Bellamy sont tous conseillers municipaux à Versailles, dans la même, sous l'égide du maire de Versailles, sur la liste du maire de Versailles. Donc, et pour le candidat Nouveau Front Populaire, eh bien, on va assister à une revanche de 2022, puisque c'est un candidat LFI, Sébastien Ramage, qui se présente sous cette étiquette-là. Qui se présentait déjà. Et qui s'est présenté comme en 2022. Oui, donc c'est intéressant de s'arrêter un peu sur un département, parce qu'on mesure combien tout ça peut se jouer à très peu. Très peu. Et là, c'est vrai que même, je veux dire, on ne peut pas tirer de ça une conséquence sur le plan national, mais c'est vrai que les triangulaires, ça peut se jouer à... Ah oui, effectivement. D'ailleurs, 97, c'est la grande leçon qu'on a tirée de 97. Il y a beaucoup d'élus de la majorité sortante qui ont été en fait battus d'un cheveu. Tout simplement parce que le Front National à l'époque, sur les derniers jours, est monté de telle sorte que beaucoup de candidats de droite sortante ont été battus sur le fil. Ouais. Est-ce que il y a un exemple, mais qui est assez rare, mais est-ce qu'il peut y avoir un changement entre le premier et le deuxième tour? C'est ce qu'on appelle un effet de correction. Oui. Alors, on le constate très souvent municipal. Oui. Et il est arrivé aussi qu'on le constate de temps à autre aux législatives. Rarement. Mais rarement, parce que la règle, c'est plutôt l'amplification au deuxième tour. C'est ça. L'exemple type, c'est 78. Alors là, oui, ça c'est un... Giscard est président de la République. Si, un autre exemple, 73 aussi. 73 aussi, absolument. Les bérouistes de l'époque, le Centre des démocrates de progrès avait fait environ 13% des voix au premier tour. Et c'est leur basculement en faveur... Le Canuet, ça marche bien, c'est ça. Et c'est leur basculement en faveur de Georges Pompidou au deuxième tour, qui a fait que la majorité s'est sauvée. Oui. Mais sinon, pour le reste, si on prend l'exemple de 93, par exemple, 93, il y a eu un effet amplificateur. 93, c'est la dissolution du président de la République, et puis, mais il y a une forte vague de droite. Alors, mais qui s'est amplifiée au deuxième tour. Et d'ailleurs, même en 80, lors de la dissolution de 81, il y a eu un effet amplificateur au second tour. D'ailleurs, en 81, tout le monde se disait, finalement au second tour, tout le monde va réaliser que à droite que la gauche, c'est le danger qui se profile pour l'économie, etc. Et finalement, les électeurs de droite sont restés à la maison. Absolument. C'était le calcul de Chirac, qui était de dire, qui a été en gros de favoriser l'élection de Mitterrand. On va être méchant. Marie-France Garot lui avait conseillé de tuer Giscard. Oui, absolument. Il fallait tuer Giscard pour prendre le pouvoir à droite. Donc favoriser l'élection de Mitterrand en étant persuadé qu'ils allaient remporter les législatives et que voilà. Donc la présence de Mitterrand au pouvoir serait très courte. C'est ça. En réalité. Et 78, c'est intéressant parce que alors là, c'est Giscard qui est président. Il y a l'Union de la gauche qui est l'alternative possible. C'est vrai qu'il y a des divisions très fortes entre les communistes et les socialistes. Et puis aussi, c'est ça qu'ils vont payer aux législatives. Il y a aussi une campagne qui a été excellente de la part du RPR. Oui. Et qui a sauvé à l'époque la majorité. C'est-à-dire que le RPR a eu beaucoup plus d'élus qu'attendu, et c'est ce qui a permis de franchir la barre. Plus un petit coup de pouce de Raymond Barre qui avait augmenté les prestations sociales juste avant l'élection, et ça a certainement eu un impact.
Là, il pourrait y avoir, non, des mesures, non, de dernier moment. La majorité essaie de remettre en avant, de parler aux retraités, de parler alors aux classes moyennes, mais avec des arguments qui sont quand même assez limités. Ce qu'on propose aux classes moyennes n'est pas vraiment la baisse d'impôts attendue. Donc là, ça peut poser problème. Donc c'est peut-être un sujet qu'il faut manier avec précaution. Et puis finalement, il est vrai que ce sont les seuls qui pourraient avoir des promesses crédibles puisqu'ils sont aux affaires, mais là encore, les électeurs vont très vite leur opposer le fait de dire mais vous avez déjà promis. Et d'ailleurs, le programme, certains disent mais c'est un peu le même programme que le précédent et quelle différence y a-t-il? Donc là, il y a une grande difficulté. Il y a un problème de bilan parce qu'il y a quand même un bilan. Et surtout quand il y a tout un discours là qui a été de dire on va réduire les déficits, donc c'est très compliqué. C'est difficile à vendre en tout cas. Écoutez, merci infiniment de ces éclairages parce que c'est tout à fait passionnant et alors c'est une période qui est politiquement passionnante. Du coup, élection Scope, vous étiez beaucoup sur les États-Unis. On a dû interrompre les travaux, mais on va être obligé de les reprendre très rapidement. Oui. Vous aussi été perturbé par la dissolution. Complètement. Merci beaucoup Véronique Jérôme, merci beaucoup Bruno Jérôme, merci beaucoup Nicolas Dambry. Merci. Et voilà, à suivre. Hein, à suivre. À suivre.